Bonjour tout le monde. Nous allons faire le premier atelier aujourd'hui sur l'allocation d'actifs. Nous aurons trois ateliers d'environ un quart d'heure chacun. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir un gérant flexible de grande qualité, qui d'ailleurs, son fonds est classé aujourd'hui le meilleur fonds dans la catégorie flexible prudent chez Cantalis. Et donc, nous aurons l'occasion de discuter avec Charles Monod, qui est en direct depuis Londres, avec nous, et avec lequel nous allons pouvoir aborder pas mal de sujets sur la location d'actifs. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Paul. Donc, Charles, première chose, on parle beaucoup d'allocation d'actifs. Déjà, peut-être en deux mots, réexpliquer ce qu'est une allocation, comment ça se construit et en gros quel est l'objectif. Et puis, il y a la théorie et la pratique, nous dire un peu, en définitive, comment pratiquement on peut faire ces allocations et qu'est-ce que l'on va chercher pour faire ces allocations. Alors, donc, la théorie, c'est qu'il faut mélanger différentes classes d'actifs pour essayer de diversifier un peu ses risques. Pour revenir à des images simples, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Les grandes classes d'actifs dans les fonds UCITS, il y en a simplement deux grandes, c'est actions, obligations. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, obligations, on a obligations d'État, obligations entreprises, ce qu'on appelle investment grade, c'est-à-dire celles qui sont bien notées, et le high yield ou le haut rendement, ce qui est plus à risque. Si on regarde un peu plus dans le détail on a également la partie matières premières qu'on n'a pas le droit de faire en direct dans les fonds UCITS, mais qu'on peut faire à travers, par exemple, des actions de mines d'or sur l'or ou des sociétés du secteur pétrolier sur le pétrole. Alors ça, c'est la théorie. Et normalement, dans la théorie, tout ça fonctionne bien parce que quand les obligations montent, les actions baissent et vice-versa. Donc, ça permet d'avoir un rendement un peu correct et de protéger le pouvoir d'achat de son patrimoine sur le long terme. En Le gros, problème, en c'est gros, qu'aujourd'hui, En gros, on va décorer au maximum pour qu'il y ait des effets d'amortissement en cas de variation des marchés. exactement, voilà. Alors, le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on est dans un monde qui était déjà assez particulier depuis quelques années. Et là, avec la pandémie, il est rentré dans du plus que particulier. Donc, on a les taux qui sont à zéro. Voilà, quand on veut dire, quand les taux sont à zéro, ça veut dire que, on parlait justement d'allocation. Si on regarde, si on veut acheter une obligation, par exemple, d'une société comme LVMH, qui est donc une société très bien notée aujourd'hui, je n'ai pas vérifié les cours là tout de suite, mais je pense que le rendement est zéro. Voilà, zéro, ça veut dire que Bernard Arnault vient vous emprunter 1 million d'euros et dans 5 ans, il vous rendra 1 million d'euros si tout va bien. Voilà. Donc, vous prenez 1 million d'euros, si vous êtes gérant, vous le mettez dans un sac, vous le donnez à LVMH, dans 5 ans, il vous rend le sac. Bon. En gros, ce Donc, que ça, faisait le monétaire auparavant, un peu de choses près. voilà. Donc ça n'a pas l'air très, très excitant. Si vous allez voir les États qui sont donc censés être plus garantis, là, ils vous rendront moins que ce qu'il y avait dans le sac au début. Donc, c'est encore moins sympathique. Et donc, ça, c'est toute la partie obligataire. Alors, savoir ce qui se passera sur les taux, c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est certains qui sont au plus bas. Donc, le risque qui baisse plus, c'est très, très faible. Peut-être qu'ils peuvent rester là, mais qui baisse plus, ça paraît très, très compliqué parce que dès qu'on est là, on le voit par exemple sur la partie bancaire, dès qu'on est en dessous de zéro, toutes les banques commencent à souffrir de manière démesurée. Et donc là, on ne peut pas aller tellement plus bas. Par contre, en cas de problème en particulier d'inflation, ils peuvent monter de manière forte. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. L'autre grande classe d'actifs, c'est évidemment les actions. Alors, les actions, c'est un marché qui est plus volatile, où je pense qu'il y a plus d'opportunités et qu'il y en a toujours. Donc, on peut toujours en trouver à tout moment. Néanmoins, il y en avait, c'est évident, nettement plus en mars-avril qu'aujourd'hui. Ouais, évidemment, là, on a déjà pris la hausse, enfin une grande partie de la hausse. On en parlait tout à l'heure ensemble. Vous me disiez que les actions, en gros, aujourd'hui, elles avaient repris suffisamment et qu'elles étaient à peu près au cours du mois de septembre 2019. Exactement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de pandémie. Voilà, on est revenu sur plein de... Alors, après, il y a des choses qui sont très disparates entre des sociétés qui ont perdu beaucoup de valeur. Bon, les compagnies aériennes, les compagnies pétrolières qui sont les premières en face, et des sociétés qui ont énormément monté en valeur, qui sont évidemment la tech, mais
une société comme Nike, par exemple, hein, bon, je ne suis pas sûr que les baskets soient hyper techniques, c'est en hausse de 35% depuis le début de l'année, alors qu'ils ont des chiffres qui sont en baisse, comme tout le monde, même s'ils compensent une partie importante de la baisse, ils sont quand même en baisse. Donc, et ces variations, il faut bien les retenir, enfin, c'est plus 35% de hausse pour une valeur comme Nike un peu emblématique, c'est sur des cours de début d'année qui étaient déjà extrêmement élevés. Alors, tout le problème de l'allocation quand on a un patrimoine sur le long terme, c'est que vous avez donc vous avez une valeur, un développement réel de l'économie et des marchés qui suivent, et puis vous avez des grands cycles, généralement de bulles haussières qui se construisent au fur et à mesure avec beaucoup de temps. Donc ceux qui vont être plus optimistes vont avoir raison pendant 10 ans. Et puis il y a une année où là, effectivement, ça fait très mal et ça bouge. Bon, voilà. Pour l'instant, on ne l'a pas eu cette année-là. Donc ça a été 2000, ça a été 2008. Et quand on regarde plus loin dans le passé, ça a été 87, les années 70, etc. Donc ça, on ne l'a pas eu. C'est ce mouvement-là auquel il faut faire attention. Parce que si vous avez raison 9 fois sur 10, et que la fois où vous avez tort, vous perdez tout, ça ne sert à rien. Et c'est ce à quoi nous, on fait très attention en termes d'allocation, surtout en ce moment, c'est que je pense qu'il ne faut pas appliquer, on a souvent entendu parler du portefeuille 50-50, 50% obligations, 50% actions, etc. Je pense que les règles toutes faites comme ça, d'abord, elles sont, enfin, on peut revenir un peu à l'art militaire, hein, ça ne marche jamais bien dans la pratique. Donc, il faut toujours adapter son plan aux circonstances. Et surtout, en ce moment, les circonstances sont totalement exceptionnelles. D'accord. Donc, en gros, quand même, vous estimez, alors, vous êtes allocataire par définition en ayant un fonds flexible, et donc, effectivement, avec cette souplesse, cette liberté que vous vous laissez dans l'allocation, mais dans vos analyses, on va dire macro, même si je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce terme, vous allez surtout regarder les valeurs qui vont vous intéresser, mais qui appartiennent à des thématiques, à des secteurs, ou en tout cas à des typologies d'actifs. Et d'après vous, quand même, est-ce qu'il y a des règles pour nos auditeurs de minimum de diversification, de minimum de classes d'actifs? Est-ce qu'on peut à un certain moment tout concentrer sur une seule classe d'actifs, quitte à ce que ce soit très temporaire, ou est-ce que, en général, la prudence veut quand même si on sait qu'il y a des classes d'actifs qui ont un rendement très faible actuellement, qui pourraient même avoir un rendement négatif dans le futur si les taux devaient remonter, par exemple en cas d'inflation, est-ce que sur le long terme, tout ça a quand même pas un sens d'avoir une colonne vertébrale, une structure de portefeuille qui pourrait varier, mais avec quand même un minimum d'éléments clés à l'intérieur? Alors, d'abord, Jean-Paul, il y a une partie de la réponse qui est simplement mathématique. C'est-à-dire que là, pour le coup, quoi qu'il arrive, si on met tout sur une seule classe d'actifs, enfin, si on met tous ces paris, sans même parler de classe d'actifs, en parlant plus large de purs paris, c'est intéressant de regarder tous les jeux. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur les théories de jeu, la roulette ou le blackjack pour voir bien comment ça marche en termes de probabilité, parce que c'est dans un ensemble fermé, donc mathématiquement, c'est plus facile à faire. On comprend bien qu'à un moment ou à un autre, on va tout perdre si les choses se passent mal. Donc, il est évident qu'il faut mettre un certain nombre de diversifications parce qu'on peut toujours avoir tort sur certains paris. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense, sans même parler de classe d'actifs, il faut prendre des risques qui soient un peu diversifiés. Le deuxième qui me paraît très important à mentionner, c'est la notion de levier aussi. Chaque fois qu'on a eu dans l'histoire des gens qui ont fait des fortunes avec des leviers, je pense qu'il y a un bouquin qu'ont lu la plupart des opérateurs, enfin des gérants comme moi, qui date des années 30, c'est le bouquin de Jess Livermore, qui est devenu première fortune des États-Unis 3 fois dans sa vie après avoir perdu 3 fois et qui s'est suicidé à 60 ans parce qu'il a tout perdu. Bon, généralement, ça se termine pas très bien quand même. Donc, l'effet de levier est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer bien dans la durée. Donc, après, il faut diversifier. Normalement, comme on le disait au début, il y a une partie obligations et actions et les deux se compensent. Le problème, c'est que dans les marchés qu'on a cette année, on ne les voit pas se compenser en fait. Donc, il faut essayer de répartir un peu et je pense de faire des choix
en essayant de comprendre ce qui fait qu'ils sont décorrélés, un terme mathématique qui me fait un petit peu peur parce que je vois une de vos questions plus bas qui est sur comment fonctionnent les corrélations en termes de crise. Et on sait que des choses qui ont l'air très bien quand tout est calme, quand on va rentrer en période de crise, en fait, ça ne va pas fonctionner comme on l'avait pensé et on va se faire 2 fois plus mal, en fait. Donc, je pense qu'il faut être humble. Voilà, il faut être humble, il faut se dire qu'on ne sait pas tout, il faut se dire il y a beaucoup de claques à prendre et on peut se faire mal. Et donc, il vaut mieux prendre des petits paris le plus diversifiés possible en termes de fonds, en termes de gérants, en termes de gens, en termes de classes d'actifs, en se disant, voilà, c'est peut-être que là, je suis sûr que ça va marcher, mais peut-être que ça ne marchera pas et que j'aurai tort. Voilà, parce que un point complémentaire qui me paraît important, dans un monde à taux zéro, si on a une perte, ce sera très, très compliqué de reconstituer du patrimoine. Quand les taux sont à 10, ben, si je prends une claque et que je perds 20%, en 2 ans, j'ai récupéré. Quand les taux sont à zéro, si je perds 20%, c'est 20 années, quelque part, qu'il faudra pour revenir au niveau où j'étais avant. Donc, il faut être extrêmement attention avec les prises de risque qu'on prend. J'entends tout ça. Ce que je voulais quand même préciser, parce qu'on est là aussi pour raccorder tout ça à ce que nos utilisateurs et nos CGP partenaires font, c'est qu'on voudrait quand même raccorder tout ça un peu à Quantalis aussi. Donc c'était aussi pour dire que, effectivement, dans ce monde très particulier dans lequel nous sommes, et évidemment, on n'aurait probablement pas tenu le même discours il y a 3 ans, par exemple, ou il y a 5 ans. Il y avait encore des fonds qui étaient obligataires, qui avaient des rendements assez importants. Et je ne parle même pas des fonds très atypiques, je parle des fonds assez corps et assez grand public, on va dire. Et du coup, c'est vrai que dans Quantalis, on a 40 classes actifs que l'on peut mixer ensemble. On a des classes actifs, on y reviendra dans le deuxième atelier, mais aussi avec beaucoup de thématiques, avec des choses un peu plus tactiques, un peu plus avec des choses qui sont un peu plus liées à l'instantanéité de l'approche. Néanmoins, il y a aussi des outils pour faire des allocations d'actifs stratégiques de long terme sur lesquels on va pouvoir profiler quand même les clients. Il y a cette notion de gestion du risque pour les clients, en particulier avec MiFID, qui nous oblige de toute manière à trouver pour un client donné le risque optimal et donc à trouver une alloc qui soit cohérente avec ce risque optimal du client. Et je parle bien de risque optimal et pas maximal, parce qu'un risque trop faible peut être aussi, d'une certaine manière, un manque de conseil, un défaut de conseil. Et donc, il y a des frontières efficientes qui sont construites, qui sont des frontières efficientes de long terme, stratégiques, avec des hypothèses de rendement risque de très long terme. Alors évidemment, c'est les moyennes autour desquelles on va tourner. Ça permet, en particulier au CGP, de pouvoir faire des allocs pour leurs clients qui ne soient pas suffisamment diversifiés, parce que souvent on voit si on laisse des gens faire un portefeuille, ben, ils vont prendre du sport en euros et une UC, voilà, qui sera même pas une UC flexible, ou d'allocation, une UC action, point. Et c'est vrai que souvent, du coup, il y a des risques systémiques qui peuvent se présenter, parce que ce marché peut s'écrouler, et de ce fait, on n'a pas du tout joué de la diversification du portefeuille. Je ne vais pas parler de décorrélation à ce stade, mais la diversification du portefeuille. Et puis, dernier point, il y a des outils aussi qui vont permettre d'aller sur des portefeuilles modèles. Alors, c'est des portefeuilles modèles en produits, ce n'est pas des portefeuilles modèles en marché, portefeuilles modèles en produits, qui vont permettre aussi de déterminer quel type de portefeuille modèle pour quel type de client final, et du coup d'apporter de l'expertise dans la construction de ce portefeuille modèle en déléguant à Quantalis ou à des gérants tiers, qui peuvent être des gérants tiers partenaires, justement le fait de faire cette allocation d'actifs et de faire le meilleur mix de produits possible, de fonds en l'occurrence, pour arriver à un portefeuille qui soit à la fois robuste et entre guillemets de bon père de famille. Mais c'est intéressant votre approche, parce que justement votre approche tient en compte que nous sommes dans un monde atypique et encore plus atypique du fait de la pandémie. Il était déjà relativement atypique avec le quantitative easing et puis toutes les politiques monétaires accommodantes que l'on a depuis plusieurs années.
Mais là, dans le quoi qu'il en coûte, si on veut reprendre un élément qu'on a tous entendu, le quoi qu'il en coûte, il a pour conséquence de nous mettre dans un monde qui est totalement inconnu pour nous tous, et donc effectivement de devoir prendre en compte un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas l'habitude de prendre en compte auparavant. Tout à fait. Alors on n'en a pas l'habitude parce que, et heureusement, il n'y a pas des pandémies tous les 4 matins. Néanmoins, quand on regarde les grands chocs historiques, on a déjà eu des événements du même genre d'ampleur ou plus importants. Et on s'en est sorti de la même manière qui n'est pas la bonne. Je pense à la guerre civile américaine et à la Révolution française. Il y avait absolument besoin de financer pour les gouvernements en place à l'époque, des guerres, donc des besoins militaires ou la sortie de révolution et les guerres derrière pour la France. Ça s'est fait avec énormément de dettes, parce qu'on imprime beaucoup, parce qu'on n'a pas le choix. Et après, généralement, soit la dette perd sa valeur, soit il y a énormément d'inflation. Donc, qui sont deux. Alors, on a évolué depuis, quoique quand on regarde la gestion de l'épidémie 2018-1918, il n'y a pas forcément une évolution très forte. On se retrouve finalement avec des masques et du confinement. Mais néanmoins, il faut quand même garder un peu, je pense, ces idées en tête et se poser des questions sur revenir un peu aux fondamentaux. On parlait classe d'actifs. Une obligation, c'est une dette qu'une entreprise est forcée de me payer, normalement, voilà, sauf si elle fait un défaut de paiement. Donc, elle est forcée de la rembourser, de payer ses intérêts. Une fois qu'elle a fait tout ça, ce qui reste derrière, c'est la rémunération de l'actionnaire, donc de l'action. Pourquoi ça? Alors, en période normale, les gérants font de l'obligataire et donc ils auront un rendement de X un peu moins bien que les actions, mais ce sera plus sûr. Et puis, ils feront des actions et ce sera un peu plus, il y aura plus de risques, mais ça devrait être un peu plus rémunérateur. Bon, pour vous donner un exemple pratique pour nous cette année, on a acheté des obligations de la compagnie aérienne SAS, la compagnie nordique, voilà, qui nous paraissait une dette d'État. Il y avait 2 États au capital. Et puis, alors, 2 mois après qu'on les ait achetés, l'État a dit on doit restructurer la société. Et donc, ces obligations qu'on doit rembourser à 100, eh ben, finalement, on va les rembourser à 50. Alors, comme nous, on est investisseurs et qu'on est un petit peu voilà, concernés, hein, parce qu'on fait ça, on fait notre métier, on a monté un groupe d'investisseurs, on a dit qu'on a des droits en tant justement que représentant obligataire, donc on vient vraiment à la base du métier et on est revenu à quelque chose qui est voilà, beaucoup mieux, qui revient à une valeur de 100 pour l'obligation et donc qui défend les droits des obligataires. Ce petit exemple que je referme pour juste dire que en ce moment, il est important aussi de revenir un peu comment dirais-je, aux fondamentaux de chaque papier et se dire qu'est-ce que représente chaque instrument voilà, dans le monde actuel et à quoi j'ai droit en tant qu'actionnaire ou détenteur d'obligations de telle ou telle société. Si je suis actionnaire de Tesla, la réalité, c'est que j'ai droit aux bénéfices futurs que Tesla pourra distribuer à ses actionnaires à l'avenir. Ça, c'est la réalité pratique. À l'instant T, peut-être que les gens peuvent expliquer que c'est des montants gigantesques, mais la réalité, c'est celle-là. Je pense que c'est bien de garder en ce moment ces réalités à l'esprit. Et quand j'ai une obligation d'un État, cet État devra rembourser cette obligation. Voilà. Sinon, c'est un défaut souverain de cet État. Très bien, merci. Le temps est déjà passé, ça va très très vite. Merci Charles, nous nous retrouvons donc tout à l'heure pour le deuxième atelier et rendez-vous à tous. Merci Jean-Paul.